6 x 7. Et là, on s'est dit, bon, c'est juste plus possible. Je m'inscris pas mal en opposition avec ça. Faire déjà le deuil d'un code qui disparaîtra. C'est une question qu'on nous a souvent posée. Et moi, à l'inverse, j'ai souvent été étonné quand on nous la pose. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Simon Ternois, cofondateur et CTO de Roundtable. Si tu devais raconter le parcours tech de Roundtable en 2 phrases. Au début, d'un point de vue tech, on était une sorte de gros formulaire pour collecter des intentions d'investissement. Aujourd'hui, Roundtable, c'est une infrastructure complète d'investissement dans les marchés privés, avec une grosse dimension plateforme pour les investisseurs et aussi une dimension automatisation, optimisation sur la partie fund admin, avec beaucoup de couches. On parle beaucoup d'IA en ce moment, ce genre de choses, pour avoir une approche vraiment complète de l'investissement et du secteur de l'investissement dans les marchés privés. Quelle est selon toi l'idée reçue la plus fausse sur le rôle de CTO ? Surtout sur les débuts de projet, start-up, les petites structures, j'ai souvent entendu dire que le CTO c'était le premier développeur, le meilleur développeur de la boîte. Je m'inscris pas mal en opposition avec ça, déjà parce que recruter des gens meilleurs que soi, c'est un bel objectif, un bon objectif. Et le métier, c'est pas forcément que du code ou de l'implémentation technique. Ça va être de l'alignement avec le business, avec le produit, de l'aide à la décision dans le choix de fonctionnalités, de l'optimisation de ce qu'on doit délivrer. Donc, de mon point de vue, c'est quand même beaucoup plus large et savoir s'entourer d'une équipe qui va être plus compétente, ça fait partie du métier. Tes tout premiers recrutements côté tech, c'était qui et qu'est-ce qui a changé après en grandissant ? Là, je pense, pas mal enfoncer des portes ouvertes, mais au début, c'était des collaborateurs et collaboratrices extrêmement polyvalents, des gens qui ont une grande appétence pour les problèmes, une grande appétence au changement, qui vont être très transverses sur les problématiques. On a travaillé vraiment avec des personnes incroyables qui nous ont aidés à aller vite au début, à être très efficaces. Et après, avec le temps, on a continué à avoir des profils toujours aussi polyvalents et toujours aussi appétents au changement. Mais on a dû recruter des personnes peut-être parfois plus qualifiées sur des sujets très précis qui vont apporter de l'expérience, de la connaissance pour nous aider à affronter des nouveaux challenges ou des nouvelles fonctionnalités très précises qu'on devait mettre en place. Est-ce que ça t'arrive d'écrire du code en sachant qu'il finira à la poubelle ? Oui, très souvent. Parfois c'est une stratégie, un code jetable, c'est pas forcément un code qui va être inutilisable ou un code qui est mauvais. Parfois on a besoin de répondre à une problématique ou un besoin ponctuel. Parfois on sait qu'on n'a pas la connaissance complète de notre problématique et qu'on a besoin encore d'apprendre, de continuer. Personnellement, et c'est quelque chose que j'essaie de pousser, j'ai aucun problème à faire déjà le deuil d'un code qui disparaîtra pour aller plus vite, pour mieux comprendre ce qu'on doit faire ou des choses comme ça. Dans une startup, tout est urgent côté tech, c'est quand la dernière fois que tu as dû choisir quoi sauver en premier ? Je pense que la question, c'est pas quoi sauver ou quoi apprendre. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas se placer dans la position de celui ou celle qui va dire oui ou qui va dire non. Ma conception du métier de CTO, de mon métier, c'est surtout d'apporter le choix, de comprendre les conséquences de tel ou tel choix, telle ou telle implémentation ou fonctionnalité qu'on va mettre en place. Après, la décision, on va se prendre d'un point de vue très global dans la société, mais au moins, on a connaissance des enjeux, de la complexité d'implémentation, de la maintenabilité, de la dette qu'on va peut-être contracter. Et je pense que c'est plus dans cette situation-là qu'on doit se placer que dans un choix de dire oui ou non d'un point de vue un peu hégémonique sur la partie technique. En regardant en arrière, qu'est-ce que tu referais exactement pareil et qu'est-ce que tu ferais totalement différemment ? Je pense que dans le détail, on ferait plein de choses de manière différente, en ayant conscience du contexte dans lequel on allait évoluer, qui est sujet à plein de changements, plein d'influences d'un point de vue national, européen, légal, réputationnel, etc. En revanche, je suis assez content de l'approche qu'on a eue, d'être
assez focus sur la rapidité d'exécution, être capable de délivrer très vite des nouvelles fonctionnalités, être capable de comprendre très vite notre secteur, nos clients, et également d'avoir un focus assez fort sur la qualité. On est dans un secteur qui est réputationnel et c'est extrêmement important pour nous de faire les choses de manière la plus qualitative et la meilleure possible. Comment tu fais pour garder l'esprit, faire plus avec moins côté tech ? Je pense qu'il y a un vrai sujet de frugalité dans la tech. Avoir des implémentations qui vont être simples, ça va amener beaucoup de simplicité dans tout le reste du projet, d'un point de vue code, d'un point de vue infra, etc. Je pense que la question, c'est pas tant faire plus avec moins que faire beaucoup avec peu. Parce que c'est quelque chose qu'on peut garder tout au long de la vie du projet, que ce soit au tout début ou après quelques années. Garder cet esprit de contrainte en tête, ça nous permet de développer plus simple, donc parfois plus vite et plus robuste. Le moment où tu t'es dit « Ok, fini le système D, il faut structurer », c'était quand et tu as commencé par quoi ? Alors là, je vais donner un exemple un peu dans le détail, mais Roundtable, un de nos métiers, c'est de générer des documents. On doit générer des contrats, des éléments légaux. On avait bien identifié cette problématique-là au début et on avait tout fait avec du no-code pour aller vite et c'était assez pratique. Comme ça, on pouvait mettre de côté cette problématique-là. Arrivé à un moment, générer des documents, ça prenait des dizaines de minutes et parfois des heures parce qu'on avait des files d'attente d'outils de no-code qui étaient plugués les uns avec les autres. Et là, on s'est dit, bon, c'est juste plus possible, on va avoir de plus en plus de choses à générer. Donc, on a tout réinternalisé. Et ça, en fait, ça a déclenché énormément d'innovations d'un point de vue opérationnel et légal. On a pu créer toute une structure pour générer énormément de documents avec énormément d'éléments variables à l'intérieur, etc. Et c'est devenu presque une partie complète de notre métier et qui vient supporter l'innovation opérationnelle et légale chez Roundtable. Est-ce que ça vous arrive de vous marcher un peu sur les pieds avec Julien entre produit et tech ? Julien, c'est un de mes deux associés avec Evan, qui est sur la partie produit, donc CPO et Ops. C'est une question qu'on nous a souvent posée et moi à l'inverse, j'ai souvent été étonné quand on nous la pose. Il y a tellement à faire d'un point de vue produit, comprendre le client, mettre en place les nouvelles fonctionnalités, comprendre le secteur, etc. D'un point de vue tech, mettre tout ça en musique, l'implémenter, aller jusqu'au bout des fonctionnalités pour nos utilisateurs. On a toujours réussi à collaborer dans tout ça et on ne s'est jamais marché sur les pieds, on n'a jamais eu de point de friction sur produit et tech et ça continue également avec nos équipes. On a nos équipes produits, nos équipes techniques qui fonctionnent extrêmement bien ensemble.